Nadège Jouguet, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Nous accueillons Jean-Baptiste Nguidefa, qui nous a un peu eu. Aujourd'hui, je l'attendais en blanc. J'avais déjà préparé une question, mais bon, il est notre invité. Bonsoir, docteur Jean-Baptiste Nguidefa, et bienvenue chez vous. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, très souvent, on vous a vu habillé en blanc. C'est quoi l'histoire cachée derrière ce blanc? Plus de la moitié de mes habits pour les périodes de détente, de loisirs, sont en blanc. Donc, c'est une couleur que j'ai choisie depuis longtemps. C'est pas une secte, c'est juste parce que j'aime le blanc, couleur de la propreté, couleur de la noblesse. Donc, j'adore le blanc et j'estime qu'il me va très bien. D'accord. Ça ne vous dérangeait pas d'être en blanc étant en prison? Non, pas du tout, au contraire. Au contraire, vu l'absence de propreté qu'il y a en prison, être en blanc démontre justement qu'on fait des efforts pour rester propre. D'accord. Docteur, on vous a très souvent vu. Donc, pardon, quels sont vos rapports avec les élites de la Mofo-Yakono? Bon, les élites de la Mofo-Yakono, elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes. C'est vrai que parfois, il y a des incompréhensions, mais d'une manière générale, je suis quelqu'un d'avenant qui accepte tout le monde, qui cause avec tout le monde. J'estime ne pas avoir d'ennemis, même si certains se considèrent comme mes ennemis. Vraiment, je n'ai pas le temps ou de l'énergie à consacrer à des sentiments négatifs. Je préfère être positif, je préfère aimer les gens, fréquenter les gens, rigoler avec les gens, discuter avec eux, faire des projets. Donc avec les élites de la Mofo-Yakono, j'essaie d'être en bonne entente avec tout le monde. Alors, vous êtes originaire du département de la Mofo-Yakono. Exactement. Avez-vous bénéficié du soutien des élites lorsque vous étiez en prison? Oui, il y a un certain nombre d'élites qui m'ont rendu visite régulièrement en prison. Pas forcément les grandes élites, parce que beaucoup, avec l'opération Épervier, ont eu peur. À un moment donné, on disait que quand vous étiez emprisonné dans le cadre de l'opération Épervier et que vous alliez et qu'on venait vous rendre visite, on se mettait à tracer, à suivre les personnes qui vous rendaient visite, ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux. Vous avez été remplacé à la tête de la SCDP par un digne fils de la Mofo-Yakono, notamment Mbok Fouda. Exact. Gaston Elundwe Somba. Gaston Elundwe Somba est mon cousin. Nous sommes tous les deux Mbok Fouda, effectivement. Quels sont vos rapports? Nos rapports sont excellents. Moi, j'ai même été content d'être remplacé par un cousin. Je m'attendais effectivement à ce qu'il m'apporte effectivement tout son soutien. Et d'ailleurs, quand je suis sorti de prison, c'est le premier membre du gouvernement à qui j'ai rendu visite. Il m'a reçu tout de suite. Il y avait beaucoup de gens, de hautes personnalités dans son cabinet. Mais dès qu'il a su que j'étais là, il m'a ouvert sa porte. Je lui ai dit que bon, à mon âge, je n'ai pas d'ambition particulière, sauf celle de continuer à servir et que j'étais prêt à aider. J'étais prêt effectivement à travailler dans le domaine qui est le mien, l'énergie, et à la tête du département duquel il siège encore aujourd'hui. Et quels sont vos rapports avec Dieudonné Mveng? Ah, Dieudonné Mveng, c'est pratiquement mon fils. C'est quelqu'un qui a beaucoup de personnalité. Il est de la Mofo-Yakono aussi, en Mbalelon, le groupement de Mbalelon. Il nous a beaucoup dérangé pendant les campagnes du RDPC parce qu'il était parmi les jeunes qui réclamaient, qui demandaient effectivement un soutien plus accru des élites, parce que le RDPC, ce n'est pas de la politique en tant que tel. Dans le RDPC, la politique du RDPC, pour moi, c'est la politique du développement. C'est des attentes des populations dans les villages. C'est des attentes des jeunes. Et Mveng Bala était un leader des jeunes très charismatique. Et c'était en même temps un technicien hors pair. Je crois qu'il a un diplôme en biochimie, dont il connaît la chimie. Et lors de mes descentes sur le terrain, on nous reproche souvent de ne pas recruter les jeunes, effectivement. Je lui ai dit, bon, vous avez, certains d'entre vous ont des diplômes,
venez passer les tests, effectivement, dans la société. Et Mven, qui était parmi l'un des premiers, dit, viens passer les tests, je ne veux pas te recruter parce que tu es de la Moufou Akono. Il faut que tu montres tes capacités. Effectivement, il y a eu des tests qui ont été organisés à la SCDP à cette époque, avec des ingénieurs, des techniciens et d'autres personnes. Et Mvenbala est sorti premier dans ce test-là. Il a été recruté tout de suite avec d'autres jeunes ingénieurs de Polytechnique, d'ailleurs, que j'ai recrutés. Beaucoup sont des grands directeurs aujourd'hui. Je dois avouer que c'était un parfait technicien parce qu'il est mis à un poste où il devait s'occuper de la préparation de nouvelles recrues pour la connaissance des produits pétroliers, de leurs caractéristiques, de leur dangerosité, chose qu'il a toujours fait avec beaucoup de brio parce qu'il était suffisamment qualifié pour ce genre de mission. Docteur, maintenant que vous avez été acquitté, avez-vous des ambitions politiques? Je n'ai pas encore été acquitté. Je l'ai dit tout à l'heure que le dossier est pendant à la Cour suprême. Donc j'ai bon espoir effectivement que, compte tenu du fait que la Cour suprême a déjà connu de ce dossier et de la base de l'accusation, en rejetant cette base de l'accusation, le même dossier va lui revenir à nouveau. Je ne pense pas que la Cour suprême puisse se délier. Bon, je leur fais confiance, je fais confiance à la justice. Et puis, s'il vous arrivait d'être choisi comme directeur général d'une grande firme nationale par le chef de l'État, Paul Biya, accepteriez-vous? Ça, c'est une question très difficile. Parce que nous sommes effectivement à un tournant. On va en parler tout à l'heure. Je considère qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut encore faire. On a besoin, certes, de jeunes, comme il a dit lui-même, et de femmes expérimentées et compétentes, mais on a aussi besoin de personnes expérimentées. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent encore donner quelque chose. J'estime que je peux encore donner quelque chose, mais pas forcément en étant nommé. Le projet que j'ai en tête peut être beaucoup plus bénéfique pour la nation sans être nommé dans un cabinet d'expertise, peut être plus intéressant, plus neutre, plus indépendant pour donner des avis forts qui ne sont pas chapeautés par certains hauts fonctionnaires. Ce serait peut-être plus intéressant d'être dans un cabinet privé qui dit les vérités, qui fait les études et qui fait des propositions concrètes pour développer le pays. Ça serait peut-être mieux. Pour sortir, vous avez créé Olium System Consulting. Ça, et ça dit que votre réinsertion sociale est facile. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai constaté à ma sortie de prison? Effectivement, je me suis ennuyé les premiers mois, mais j'ai constaté que j'avais encore une certaine audience, non seulement auprès des jeunes, mais également auprès de certains hauts fonctionnaires, et disons-le franchement, auprès de certains membres du gouvernement, qui m'ont ouvert leurs portes. Je n'ai jamais été ostracisé. Chaque fois que je me présente dans un cabinet ministériel, je suis reçu tout de suite. Et je discute franchement. Quand on a fait de la prison, on a quand même une certaine liberté, les gens veulent comprendre, ils veulent savoir, ils vous demandent qu'est-ce que vous comptez faire. Ils savent que vous avez un certain nombre de compétences. Certains d'entre eux m'ont effectivement proposé de créer un cabinet de consulting pour continuer à faire bénéficier notre pays de l'expérience que j'ai dans un domaine fondamental, le domaine des énergies. Et j'ai eu l'occasion d'être consulté, pas seulement au Cameroun, au Tchad. Le Tchad a un problème d'organisation du secteur aval pétrolier. J'ai assisté à un séminaire de manière indépendante au Gabon, presque quelques mois après ma sortie de prison. Un séminaire sur des énergies, le pétrole, où j'ai rencontré beaucoup de monde. J'ai vu beaucoup de cabinets qui fonctionnaient. Tout ça a commencé à trotter effectivement dans ma tête. Je me suis dit, pourquoi
ne pas effectivement créer enfin ce cabinet d'expertise pour me déployer et continuer à faire bénéficier le Cameroun, la sous-région et l'Afrique des compétences que je peux avoir avec d'autres. Parce que on demande beaucoup au gouvernement, on demande beaucoup aux politiques publiques, mais le privé, les acteurs indépendants ont leur rôle à jouer. La société civile également. Il ne faut pas seulement dire que oui, l'État ne fait pas ceci, l'État ne fait pas cela. Qu'est-ce que nous apportons à cet État-là? Qu'est-ce que nous avons vu dernièrement, par exemple, pour parler justement du ministre de l'Énergie, dire la vérité aux patrons camerounais sur la situation de l'énergie au Cameroun. Quelles sont les difficultés que nous avons? Il y a un certain nombre de difficultés, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et ça ne peut pas être laissé à la seule compétence du gouvernement ou du ministre de l'Énergie. Même ces privés-là, des techniciens, des chercheurs, doivent apporter des propositions, des contributions pour améliorer l'offre énergétique, par exemple, au Cameroun. Donc c'est dans cette lignée-là que je me place, en m'entourant d'autres experts, en cherchant des partenariats, non seulement en Afrique, mais en Europe, au Cameroun, si possible, parce qu'il y a de bons techniciens également, de bons experts au Cameroun, pour effectivement, tous ensemble, réfléchir et atteindre des objectifs, au moins en 2030. 2030, c'est dans 4 ans. Vous savez que dans toutes les politiques au niveau des Nations Unies, de l'Afrique, de l'Europe, on parle des objectifs de développement horizon 2030. 2030, c'est demain. 2030, c'est demain. SND 30. SND 30, tout ça, c'est 2030. Mais concrètement, 2030, nous sommes terriblement en retard. Tout ce que nous avons mis sur pied, qui a fait l'objet de concertation privée, publique, société civile, nous en sommes encore loin. Il faut effectivement que tout le monde se mette au travail, qu'on aide le gouvernement, tout le monde. Alors, on est donc totalement en retard. En matière d'offres énergétiques, on est en retard. L'électricité est ce qui manque pratiquement le plus. Est-ce que c'est un peu la suite, la mise en place de ce cabinet et la suite des réflexions que vous proposez déjà dans votre ouvrage « Les hydrocarbures dans le monde, en Afrique et au Cameroun ». Vous évoquez les aspects de commercialisation, l'évolution des prix, le raffinage, le fonctionnement du marché et tout cela. On a l'impression, avec ce livre-là, que vous présentez une situation assez compliquée, complexe, pas très avancée de la gestion des hydrocarbures en Afrique au Cameroun. Oui, ça c'est vrai que, effectivement, en Afrique, généralement, la gestion des hydrocarbures est essentiellement tournée vers la rente pétrolière, vers les ressources. Et nous oublions souvent que c'est une ressource limitée, qui a mis du temps, des millions d'années à se former dans les entrailles de la Terre, et qui un jour va finir. Au rythme actuel de consommation au plan mondial, nous en avons pratiquement encore pour 40 ans seulement. C'est pourquoi vous voyez que même les très grands pays producteurs, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, et tout ça là, sont déjà dans l'après-pétrole, alors qu'ils ont des quantités phénoménales d'hydrocarbures, effectivement. Et nous, dans les pays africains notamment, on ne pense pas à créer véritablement un fonds pour l'après-pétrole et pour les générations futures. C'est là que se pose véritablement un problème. Et nous ne faisons pas tout pour renouveler, parce que les possibilités, les gisements, les réserves restent encore à découvrir. Est-ce que nous faisons suffisamment d'efforts pour découvrir effectivement les nouveaux gisements? Parce que, comme je l'ai dit quelque part, la production, et tout le monde le constate, la production des hydrocarbures, du pétrole au Cameroun est en baisse constante. Il faut vraiment un effort de recherche et d'exploration pour trouver de nouveaux gisements et remonter la production pour pouvoir soutenir le budget du Cameroun et pour pouvoir soutenir les projets de développement sociaux ou autres qui doivent également reposer sur les ressources de notre sous-sol. Sur la question, vous insistez également sur le renforcement des capacités de raffinage
au niveau local pour parler du cas du Cameroun, c'est une véritable question. On a pensé à l'extension de la Sonara qui n'a pas beaucoup avancé jusqu'à présent. Le raffinage du pétrole brut est un problème pour nos pays, notamment le Cameroun. Oui, c'est vrai, pour le Cameroun, c'est dommage parce que en 2012, on avait déjà la solution. Je suis au regret de le dire, avec Charles Matouk, le projet de restructuration et de modernisation de la Sonara était déjà bouclé, même financièrement. Malheureusement, il se retrouvait également là où on ne veut pas être, là où on vient. Et pourtant, le projet, c'est là qu'on peut peut-être parler d'une petite malédiction. Vous savez, la Chine, pour se développer, à un moment donné, à l'époque de Deng Xiaoping, avait un gouvernement composé essentiellement d'ingénieurs, de techniciens de haut niveau. Le président Biya aussi a eu cette idée-là, à un moment donné, peut-être pas au niveau du gouvernement, mais au niveau des grandes sociétés. Vous avez eu, l'un des premiers, c'était Nyadi Fendi à Enéo, Charles Motouk et Ding à la Sonara, moi à la SCDP, Forndine Dam, ingénieur naval au chantier naval. C'était effectivement une option qu'avait choisi le président Paul Biya. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont plus. Pour que la Chine se développe, ils ont compris que les responsables, ce sont des techniciens de la science et de la technologie. Je ne dis pas qu'il faut seulement des techniciens, des ingénieurs et tout. On a besoin des administrateurs, on a besoin des juristes, on a besoin des financiers de haut vol. Mais la grande majorité, c'est d'abord des techniciens quand on est un pays en développement et qu'on veut se développer. Je pense que le président, s'il y avait un conseil, ce serait que, effectivement, des technocrates, des techniciens de haut vol occupent un certain nombre de postes qui sont essentiellement techniques. Mais s'il compte, il dira que oui, vous êtes technicien à la SCDP, vous êtes retrouvé en prison. Fondidam, au chantier naval, s'est retrouvé en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Charles Metouk, à la Sonara, s'est retrouvé en prison. Mais alors, quelle est la situation? Je ne prends pas le cas de la SCDP. Du chantier naval aujourd'hui, après Fondidam. La catastrophe. De la Sonara, après Charles Metouk et tout ça. Complètement brûlé, cramé. On peut citer des exemples. Vous connaissez le prix du carburant à la pompe? Bien sûr. 840 pour l'essence. Je vous 825 pour le gasoil. Voilà. Ce n'est pas un peu trop cher pour un pays quand même qui a... Alors c'est bien que vous me posiez cette question parce que effectivement, je suis souvent un peu peiné de voir un certain nombre de responsables, peut-être politiques, dans leur lutte légitime pour la conquête du pouvoir, penser que parce que le prix du pétrole sur le marché international du carburant est de 350 francs les litres sur le marché de Rotterdam, qu'il devait être au même prix à Douala ou à Pousseri ou à Yokadouma ou à Molundou. Bien sûr, quand on parle des prix du carburant, il y a la structure des prix. Et le premier poste, c'est bien sûr le prix d'achat sur le marché international. Il est le même pour tout le monde. Notre raffinerie n'existe plus. Ça veut dire qu'on doit l'acheter sur le marché international, à Rotterdam par exemple. Nous devons le transporter jusqu'au Cameroun. Nous devons payer les prix de douane. Nous devons payer le stockage. Nous devons payer le transport des dépôts jusqu'à Molundou, jusqu'à Pousseri, jusqu'à Garoua, etc. Il y a des intermédiaires, il y a des importateurs, il y a des traders. Tout ce monde-là est rémunéré. Donc c'est normal que le prix de 350 ou de 400 double et se retrouve à 800 francs le litre. Donc, pour résoudre ces problèmes, vous savez qu'il n'y a que le gazoil et le super qui sont subventionnés. Le prix du pétrole au Cameroun, le pétrole lampant, est-ce que vous savez qu'il est moins cher que le prix d'achat sur le marché international? Ça veut dire que l'État prend en charge toutes les charges que vous voyez là.
c'est le cas du pétrole lampant, c'est le cas du gaz également. Donc c'est fortement subventionné et ça concerne la plupart des populations camerounaises rurales qui utilisent le pétrole et le gaz. Maintenant, pour l'essence et le gasoil, je pense qu'il y a peut-être il y a des efforts, il y a certainement des efforts à faire. Parce que quand quelqu'un achète une voiture, il doit être capable de mettre de l'essence dans cette voiture-là. Il doit être capable de le faire. On peut aménager des subventions pour ceux qui font le transport des marchandises, pour ne pas renchérir le prix des produits sur le marché. On peut aussi avoir des subventions pour le transport des personnes, les taxis, les bus, les cars et tout cela. Il y a aussi d'autres solutions, utiliser des voitures électriques, comme par exemple le Conseil régional du Nord est en train de le faire. Bon, vous savez aussi que le président de la République lui-même, lors de son discours, je crois que c'est en 2022, a acté le fait que la subvention des prix des carburants a atteint 1000 milliards de francs CFA. On l'y a forcé. On a forcé le gouvernement à faire cette dépense. Mais avec 1000 milliards de francs CFA, on aurait pu finir depuis l'autoroute Yaoundé-Douala. On aurait pu construire plusieurs universités, créer des centres de recherche, des centres d'analyse pour les chercheurs, financer un certain nombre de projets de développement importants. Donc, le prix qui est donc appliqué au Cameroun, vous dites que c'est le bon? Il est normal. Alors, compte tenu des charges. On paye un peu moins au Tchad, qui a également des charges. Un peu moins au Gabon. Alors, il y a des pays producteurs où le prix de l'essence, des carburants, est pratiquement donné. Parce qu'ils ont suffisamment. Au Gabon, par exemple, ils sont tellement peu nombreux. Ils sont à 575 et 595. Voilà, ils peuvent se le permettre. Et vous savez qu'en termes de politique de recettes budgétaires, les Camerounais, ils ont aussi leur part de responsabilité dans les difficultés du Cameroun. Nous ne payons pas normalement la douane. Les Camerounais ne payent pas normalement les impôts comme il se doit. L'État se rabat sur les secteurs où effectivement ils ont l'assurance d'avoir effectivement des recettes pour le financement des projets sociaux. Et les carburants, c'est quelque chose de sûr. C'est tout à fait normal. Au Cameroun, les taxes font... Parce que la chaîne, la structure du prix, il y a beaucoup de taxes qui sont appliquées sur le litre de carburant. Parce qu'elles sont sûres. Il y a beaucoup de taxes. Elles sont sûres. Oui. Elles permettent à l'État de financer un certain nombre de projets parce que les autres secteurs font l'objet de fraude et d'incivisme, pour dire le moins. Donc c'est un bon piège là. On ne peut pas se dérober, c'est un bon piège. Voilà, c'est ça. Si les Camerounais payaient normalement les impôts, payaient normalement la douane, peut-être aussi qu'on s'acharnerait moins sur les consommateurs de carburant, propriétaires de véhicules. J'ai lu un commentaire sur cet ouvrage-là, assorti d'une question qu'on vous a posée, le tête droite et direct. Peut-on dire que les hydrocarbures sont bien gérés au Cameroun? Et là, vous avez répondu par un oui et par un non. Oui. Vous jonglez un peu. Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de recettes à un moment donné. Alors vous dites, peut-on dire que c'est bien géré? Commençons par le non. Non, pourquoi? Le non, parce que véritablement, on n'a pas encore vu l'apport que devrait avoir. C'est vrai que les quantités, on est un pays producteur aussi. Hein. On n'a pas encore vraiment vu l'apport des hydrocarbures dans les projets de développement. Le développement du Cameroun. Il y a d'autres secteurs, la douane, les impôts, qui fournissent peut-être plus que les carburants aujourd'hui. Oui, parce que le gouvernement camerounais, très tôt, a fait des efforts de structuration d'organismes pour la gestion des hydrocarbures au Cameroun, en commençant par la SNH, la SONARA, le raffinage, la SLDP, et puis donc tout le système
de distribution. Ça, c'est quand même... Mais on peut aller plus loin. J'estime que il n'y a pas une structure intégrée, unique, qui concentre tout ce qui concerne les hydrocarbures, de la géologie, recherche, exploration, jusqu'à l'énergie et plus même encore à la chimie, à l'industrialisation. Parce que le gaz et le pétrole se constituent essentiellement de molécules chimiques d'une richesse incroyable. Et c'est véritablement un gâchis, et beaucoup de spécialistes le pensent. Utiliser le pétrole seulement pour le brûler comme carburant, comme chauffage, est une erreur dramatique, d'autant plus que pour que ça se reforme, il faut des millions d'années. Avec la richesse des produits pour la pharmacie, les matières plastiques, un certain nombre de produits qui peuvent également aider effectivement au bien-être des populations, des sociétés, des hommes, à la santé. Il vaut mieux aller vers la pétrochimie et utiliser d'autres sources d'énergie pour les industries, par exemple, l'énergie qui est brûlée effectivement pour les machines. Donc, il vaut mieux utiliser les hydrocarbures pour la chimie et la pétrochimie.